tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo de Ilera Wellness. Mon nom c'est Solange Adéchian, docteur en nutrition, naturopathe et biologiste. Nous avons l'honneur d'avoir un conférencier bien renommé et aussi très respectueux, Monsieur Christian Bourges, que je vais laisser se présenter tout à l'heure. Et bien évidemment, je suis accompagnée de ma très chère et cofondatrice de la chaîne Ilera Wellness, Gisèle Adéchian. Gisèle, comment vas-tu? Très bien, Solange. Bonjour, bonjour Monsieur Bord et bonjour à tous, chers auditeurs. Je suis Gisèle Adéchian, donc chef en alimentation crue, vivante et saine, coach en santé, et j'ai le plaisir d'être ici avec vous aujourd'hui. Merci Gisèle. Monsieur Bourde, nous allons vous laisser vous présenter car la liste est quand même assez longue de par votre expérience enrichissante. Bonsoir à tout le monde et surtout un grand merci à vous deux puisque cette initiative me paraît très intéressante pour ouvrir un débat crucial sur tout ce qui est alimentation et ondes. Donc pour cette fois, nous parlerons en langue française qui est ma langue d'origine parce que comme si vous voulez, on fera des questions-réponses comme c'est prévu, je préfère qu'on débatte, comme on dit, à bâton rompu, tranquillement. Je serai plus à l'aise qu'en anglais. Voilà. Donc, je vous remercie d'accepter ma langue d'origine. Bien, alors, moi, mon parcours, il est à la fois long et complexe parce qu'il a été tourné pendant de longues années autour de la santé. Pourquoi j'en suis venu là? C'est que tout simplement, alors que j'étais au départ étudiant en droit à la faculté de droit de Toulouse, j'étais toujours passionné par le sport et puis je me suis passionné tellement que j'ai passé un concours d'entrée au professorat de gymnastique pour être professeur des écoles et puis finalement j'ai réalisé que ça n'allait pas tout à fait me convenir parce qu'il y avait le problème d'être muté là où parfois où on ne voulait pas aller. Donc déjà j'ai eu des gros doutes par rapport à ça et puis parallèlement, je faisais du sport de haut niveau dans ma discipline favorite, qui est le ski alpinisme, le ski acrobatique. Enfin, je faisais beaucoup de sports intensifs. Et voilà qu'un jour, sur un saut périlleux arrière à ski, je me réceptionne mal et je me fais mal au dos. Une espèce de, c'était pas tout à fait une sciatique, c'était une cruralgie, c'est-à-dire l'équivalent d'une sciatique sur le devant de la cuisse. Et là, j'ai compris qu'il y avait deux types de médecine. Puisque j'ai consulté en premier des spécialistes tout à fait classiques et conventionnels, des médecins du sport, des rhumatologues, qui, eux, me préconisaient, alors que je n'avais que 19 ans, d'arrêter le sport pendant une année entière et de me mettre un corset pour me maintenir les lombaires et de manger des anti-inflammatoires. Imaginez qu'à un jeune de 19 ans intrépide, ce n'était pas vraiment la solution qu'il fallait proposer. Et parallèlement à cela, après avoir souffert 12 jours et 12 nuits, puisque si vous voulez, il faut imaginer que je ne dormais plus ou presque pendant toutes ces journées-là. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai consulté, heureusement, sur les conseils d'un ami, un ostéopathe dans la ville de Toulouse, en l'occurrence, et cet ostéopathe, en 2 séances durant la même semaine, m'a sorti d'affaire. Et 5 jours après la première consultation, je refaisais des sauts périlleux avec mes skis. Donc là, si vous voulez, j'ai vite compris quelque chose, c'est qu'il y avait vraiment deux polarités dans la médecine. Il y avait une polarité qui travaillait uniquement sur le symptôme avec des remèdes, de la chimie, et qui ne s'intéressait pas obligatoirement à la cause. Et parallèlement à cela, il y avait une médecine qui, elle, allait chercher la cause, la déloger, la régler en somme, et vous remettez sur pied. Donc, vous connaissez l'expression dans le domaine médical du mot patient. Eh bien, moi, j'étais un très mauvais patient parce que j'étais impatient. Voilà. Donc, en étant impatient, ça m'a amené à m'orienter en tant que soigné, en tant que patient, donc, vers cette médecine manuelle qui était l'ostéopathie. Et de là, bien sûr, j'ai voulu aller vers cette médecine manuelle qui me passionne. Alors, bien sûr, pour y accéder à l'époque, et je vous parle des années 1980, donc ça date, on n'avait pas le choix. Il fallait faire ou médecine avant
ou rééducation fonctionnelle et kinésithérapie. Donc, comme moi, la médecine avec toute la chimie, les cachets, les médicaments ne m'intéressaient, mais alors pas du tout. J'ai suivi un cursus pendant 4 années de préparation des concours pour aller dans les hôpitaux et apprendre la rééducation fonctionnelle. Et de là, j'ai pu faire une spécialisation en ostéopathie pendant 6 ans. Voilà. Mais au bout de ces 10 années d'études, j'étais insatisfait parce qu'il y avait parfois des symptomatologies, je pense à des problèmes digestifs ou autres, qui n'étaient pas résolus par l'ostéopathie. La médecine manuelle ne fait pas tout. La médecine manuelle va régler des problèmes structurels chez le sportif, chez le travailleur qui fait un mauvais mouvement, etc. Le problème est que quand on a un problème viscéral avec des troubles, colites, ou etc., la médecine manuelle ne suffit pas. Et là, je me suis intéressé, si vous voulez, de fait, à la nutrition, que j'étais contraint à pratiquer de manière saine et correcte pour améliorer mes performances sportives. Mais j'ai vraiment approfondi quand j'ai compris que pour mes patients, il en serait de même, que je ne pouvais pas leur régler leurs problèmes ou leurs pathologies par de simples manipulations. Il fallait s'intéresser à ce qui passait, excusez-moi le terme, dans la tuyauterie, c'est-à-dire de la bouche à la partie terminale du côlon. Et donc là, j'ai fait une spécialisation pendant 3 ans de naturopathie et d'iridologie à l'Institut français des sciences de l'homme, qui est basé à Nice. Et donc, j'ai passé ce qu'on appelle un clinica de naturopathie, que vous devez très bien connaître, qui est une certification comme quoi vous avez obtenu un niveau plus que correct dans ce domaine. Voilà. Donc ça m'a amené à peu près 13 années d'études consécutives. Tout ça s'est suivi. Et après, j'ai eu la chance de croiser des grands personnages de la médecine, même au niveau international, puisque j'ai travaillé pendant 15 ans à suivre des séminaires avec le docteur Liu Dong, qui était le médecin personnel du président chinois. J'ai travaillé avec des professeurs de médecine en France très renommés, comme le professeur Henri Joyeux, comme le professeur Jean Seignalet. Je me suis intéressé, bien sûr, il y a 35 ans déjà, j'étais en train de lire les livres du docteur Kouzmine. J'ai croisé beaucoup de monde. J'ai croisé également, tout ça, ce sont des amis. Je vous parle de, quand je dis croiser, ce n'est pas croiser dans la rue lors d'un congrès. Tout ça, ce sont des amis proches. Le docteur Claude Lagarde, qui est une sommité dans le domaine de la micronutrition en France et qui a créé une société qui s'appelle Nutergia, donc qui a vraiment développé la micronutrition au meilleur niveau en complémentation alimentaire. Et j'en passe. Et je ne veux pas risquer d'en oublier, mais j'en passe parce qu'il y a plein de personnes comme ça que je pourrais citer et qui m'ont aidé à cheminer, si vous voulez, là-dedans. Et ensuite, en parallèle de tout ça, je faisais des bilans très complets qui couplaient l'iridologie, l'électrophotonique, dont on parlera peut-être une autre fois. Et donc, comme je travaillais en électrophotonique dans mon cabinet professionnel, j'ai eu la chance de pouvoir croiser, encore une fois, quelqu'un qui était une sommité internationalement reconnue, qui était le professeur Korotkov, donc qui était chercheur et enseignant à l'école polytechnique de Saint-Pétersbourg. Voilà. C'est pareil, c'est devenu plus qu'un ami, c'est mon associé aujourd'hui, puisque lui, il a toute la matière grise là-haut dans la tête, et moi, j'enseigne pour lui sur l'Europe. Donc, voilà, je m'occupe de former les médecins et les paramédicaux sur l'Europe, et plus encore, puisque j'ai créé ce qu'on appelle un diplôme universitaire d'expert en biophotonique, et nous enseignons en 3 langues, français, anglais et espagnol. Et nous avons des étudiants de tous les continents donc, qui travaillent online donc, sur cet apprentissage d'imagerie qui est absolument passionnant. Voilà. Donc, vous voyez, ça, c'est un peu toute mon approche en tant que curriculum vitae. Qu'est-ce que j'ai fait dans le temps en matière d'études? Je vous passe les formations universitaires sur l'électrologie, l'électrothérapie, tout ce qui était urogynécologie. Je passe tout ça parce que ce sont des petites formations qui ont duré pas plus de 6 mois, mais tout ça, je l'ai mis bout à bout pour devenir, si vous voulez, thérapeute. D'accord ? Mais en parallèle, j'avais une vie associative, c'est-à-dire qu'il ne me suffisait pas de soigner les patients, mais je voulais aussi partager et divulguer ces connaissances
vers un très large public. Et j'avais créé en 1993, je me souviens, j'avais créé une association qui justement pourrait vous intéresser à vous si vous étiez en France. Ça s'appelait l'IRENCA, c'est l'abréviation de Institut de recherche et d'études en nutrition qualitative appliquée. Pourquoi qualitative? Vous le comprenez, parce qu'aujourd'hui, les gens mangent à peu près n'importe quoi et que je voulais faire le distinguo entre une alimentation saine et une alimentation un peu falsifiée. Voilà. Donc, tout ça, ça a été des démarches associatives. Après, j'ai créé une école de naturopathie en France avec, pareil, un pharmacien de haut vol qui était le docteur Pierre Lambert, qui avait un diplôme universitaire d'aromathérapie et de phytothérapie. Donc, on a enseigné tout ça. On a également enseigné dans nos séminaires, mais nous, pas en tant qu'enseignants, mais que coordinateurs, l'acupuncture au meilleur niveau, puisqu'on avait le professeur Wang Defeng de l'Université de Pékin. On a toujours eu la chance d'être entouré de gens qui étaient des gens hyper compétents. Voilà. Et alors aujourd'hui, si vous voulez, quand je fais la synthèse de tout ça, il est certain que je ne sais plus ce que je suis professionnellement, puisque je suis, comme ma fille m'appelle, un couteau suisse. Je m'adapte à la situation. Voilà, je m'adapte à la situation et quand j'ai un patient, je le garde le temps qu'il faut et mon seul but est de le soulager et durablement. Parce que soulager, c'est facile. Si vous prenez l'exemple par exemple, vous prenez l'exemple d'un médecin qui va voir arriver un migraineux dans son cabinet. Si vous arrivez un migraineux, il peut dire qu'il le soigne en lui donnant de l'aspirine ou de l'efferalgan. Mais ça, ce n'est pas soigner. C'est traiter le symptôme pour soulager la personne. Mais ça ne signifie pas soigner, pour moi. Voilà. Donc, le but, c'est quoi? C'est que quand vous avez un patient, il vient une fois, que vous lui expliquiez tout ce qu'on peut expliquer à un patient durant cette séance qui, en général, dure une bonne heure. Et au bout de cette heure-là, le patient repart avec un bagage de connaissances ajouté à des documents Internet que je lui envoie, etc., des liens. Et grâce à cette connaissance, il peut faire son chemin. Voilà. Et donc, en matière d'alimentation, les bilans nutritionnels que je pratique depuis maintenant une trentaine d'années, en somme, auprès des patients, ces bilans nutritionnels sont très, très précis et je vais parfois déloger des minuscules erreurs, je dis bien minuscules erreurs, pour arriver à soulager la personne parce que parfois, c'est une petite erreur répétée qui va entraîner des troubles digestifs ou autres, ou plus que digestifs, puisque là, on va parler surtout d'inflammation. Mais l'inflammation, elle commence dans le côlon, vous le savez, avec l'hyperperméabilité de l'intestin grêle et tout le reste. Voilà. Donc, si vous voulez, voilà un peu mon environnement, qu'est-ce qui m'a amené là et pourquoi je m'y prends de la sorte. Voilà. Merci, Monsieur Bourde, c'est impressionnant. Donc, c'est inimaginable. Donc, on dit souvent en thérapie, en médecine douce, on est holistique quand on est thérapeute. Et vous êtes, je dirais, holistique, mais sous toutes les formes. C'est vraiment impressionnant et vraiment respect à tout ce que vous avez traversé, tout ce que vous avez appris, toutes les connaissances aussi que vous partagez à travers le monde. Et nous invitons aussi notre public américain de pouvoir, nous allons afficher aussi le lien, de pouvoir avoir la chance aussi d'aller voir vos livres, votre site Internet et aussi vos conférences qui sont très enrichissantes. Et justement, de par votre profession en ostéopathie, comme vous en parlez tout à l'heure, vous êtes souvent confronté aux gens qui sont atteints de maladies inflammatoires. Et comment pouvez-vous nous expliquer le lien entre l'alimentation et les ondes électromagnétiques sur ces maladies? Bien, alors ce sont des actions croisées, bien sûr, qui peuvent être décalées les unes des autres. Mais en tout cas, aujourd'hui, ce que l'on sait, c'est qu'en matière d'ondes, nous en parlerons plutôt dans la deuxième partie, mais en matière d'ondes, nous sommes tous, absolument tous et toutes, surexposé, personne ne peut dire qu'il est à l'abri. Si vous connaissez quelqu'un, présentez-le-moi et je me ferai faire un autographe parce que personne aujourd'hui n'est à l'abri de la pollution électromagnétique environnementale. Quel est le lien avec l'inflammation et comment l'inflammation est un peu prise en étau entre l'alimentation et l'environnement électromagnétique? Je vais essayer d'être simple et clair parce que
Ce sont deux sujets à la fois simples dans la compréhension, mais complexes dans le détail. Donc, d'une manière très, très schématique, l'alimentation, si vous voulez, pourquoi elle va entraîner des inflammations? Eh bien, parce que nous allons souvent manger des choses qui sont pro-inflammatoires. Le docteur Kouzmine, qui avait très, très bien décrit ça il y a plus de 40 ans, expliquait qu'on avait les prostaglandines de type 1, les prostaglandines de type 2, donc les 1 étaient bénéfiques, les 2 étaient pro-inflammatoires. Elle expliquait qu'avec les acides gras que nous mangeons aujourd'hui, qui sont souvent des acides gras saturés, raffinés, etc., il y a la problématique, si vous voulez, de la porosité des membranes cellulaires qui passent de forme cis en forme trans, c'est-à-dire elles ne sont plus comme les tuiles d'un toit qui rend étanche la membrane, etc. Tout ça avait été très, très bien décrit par ce médecin. Mais bien sûr, à Catherine Kouzmine, qui était d'origine suisse, ont suivi pas mal de chercheurs. Et notamment, j'ai été très, très proche en tant qu'ami. Et puis, on a collaboré, on a organisé des congrès en France, etc., du professeur Jean Seignalé, en parallèle du professeur Henri Joyeux. Alors, le professeur Jean Seignalé, si vous voulez, d'ailleurs, je cite son site, c'est www.seignalé.fr, c'est tout simple. Son site internet est passionnant. Et si vous voulez, ce médecin qui avait, je dirais, une triple casquette. Une triple casquette. Il était enseignant à l'université de Montpellier et il était d'un côté gastro-entérologue, d'un autre côté, il avait une formation en rhumatologie. Et à côté de ça, il s'occupait d'immunologie puisqu'il était chargé du service d'histiocompatibilité à l'hôpital. C'est-à-dire que quand il y avait des greffes d'organes, c'est lui qui déterminait s'il y avait une histiocompatibilité pour greffer l'organe d'un donneur vers un receveur. Donc, c'est vous dire le niveau de ce monsieur. Et ce monsieur, si vous voulez, en qui je tire vraiment un grand coup de chapeau pour ses recherches, on peut dire que c'était un véritable rat de bibliothèque. Il passait sa vie à la bibliothèque à consulter les publications. Et comme il avait un problème personnel qui perdurait depuis 7 ans, qui était une espèce de forme de dépression larvée, il n'en sortait pas, ses collègues médecins lui disaient écoute, prends tes pilules, là, tes pilules du bonheur, et de leur dire n'attends pas autre chose, tu as un terrain dépressif, c'est ainsi. Et donc, par l'alimentation, il s'en est sorti. Et donc, il a écrit un livre, donc l'alimentation, la troisième médecine, dans lequel il a la preuve, de par ses statistiques et de par tous les résultats cliniques qu'il a pu mettre bout à bout, qu'il a résolu pas moins de 38 maladies orphelines. C'est-à-dire que des maladies qui étaient insolutionnées et insolutionnables par les médecines conventionnelles, quelles qu'elles soient, lui, il les a résolues tout simplement en modifiant l'alimentation. Alors, vous comprenez que pour un praticien comme moi, qui voit toute la journée des gens avec des pathologies inflammatoires, je me suis fortement intéressé à ces travaux. Je me souviens déjà en 1993, quand j'enseignais à l'université de Toulouse, l'université Paul Sabatier, j'enseignais justement la nutrition, l'hygiène de vie, une forme de naturopathie, même si à l'université le mot naturopathie était difficile à employer. Mais c'était une nutrition saine, donc nutrition qualitative. C'est ainsi que je suis rentré en tant qu'enseignant universitaire. Et donc, j'avais convoqué le professeur Seignalé, puisque d'un côté, j'avais un de mes professeurs à l'hôpital, qui était un professeur agrégé, qui était patron du service de rhumatologie, donc qui ne voyait toute la journée pratiquement que des pathologies inflammatoires. Et ce monsieur ne parlait bien sûr à ses patients jamais, je dis bien au grand jamais, d'alimentation. Ce n'était pas imaginable. Et parallèlement, à quelques kilomètres de là, à Montpellier, donc vous voyez la distance entre Toulouse et Montpellier, c'est 2 heures de voiture. Eh bien, à Montpellier, on avait un chercheur qui était Jean Seignalé, qui lui, au contraire, ne parlait que d'alimentation dans la rhumatologie. Donc, vous voyez, c'est quand même phénoménal que d'un côté, on ait quelqu'un qui s'en fiche complètement et qui fait abstraction de l'alimentation, et de l'autre, si vous voulez, quelqu'un qui, au contraire, ne voit que par ça. Et bien sûr, il a créé des émules. Le professeur Seignalé a créé des émules
puisque beaucoup de médecins ont accroché les wagons à sa théorie. Et je vais en citer un parce qu'on est en plein dans le chapitre. Je n'ai pas sorti le livre, mais je l'ai derrière moi. Excusez-moi, je vous tourne le dos. Voilà. C'est un autre ami très proche, vraiment un ami en qui j'ai très grande confiance sur le plan de la rhumatologie, qui est le docteur Jean-Pierre Poinsignon. Et il a fait cet ouvrage, donc, qui s'intitule « Rhumatisme et si votre alimentation était coupable ». C'est assez marrant comme titre. Et regardez dessous les produits qu'il cite. D'accord? Donc, je ne vous fais pas de dessin. Bon. Et ça, c'est un ouvrage, regardez son épaisseur, qui est un ouvrage magistral sur le sujet, que je conseille à toute personne ayant des rhumatismes inflammatoires de lire. Il est préfacé par le professeur Henri Joyeux, qui est un ami très proche et qui a une très grande connaissance sur le sujet, bien sûr, puisqu'il a écrit de très, très nombreux livres sur cette problématique de l'alimentation. Alors, si vous voulez, le lien est simple, c'est que je vais essayer de l'imager de manière vraiment très, très simple pour les gens qui ne sont pas du milieu médical. Quand nous absorbons un aliment, il y a deux solutions en gros. Soit cet aliment est compatible avec nos systèmes enzymatiques et cellulaires, et à partir de là, il va transiter dans le tractus digestif en faisant son chemin, en délarguant ses minéraux, ses vitamines, ses fibres, tout ce que vous voulez. Et au bout d'un moment, si tout se passe bien, le résidu sera excrété. Bon, ça c'est, on va dire, le schéma normal, quand tout se passe bien. Mais si cet aliment est incompatible avec nos systèmes enzymatiques et nos systèmes cellulaires, pour ne pas les citer, les entérocytes, donc qui sont des cellules, c'est en somme l'entérocyte est pour imager pour les personnes qui ne connaissent pas ce mot, c'est la cellule qui tapisse les parois de l'intestin grêle, en l'occurrence, tout le long, et qui va se mettre sous une forme de couche monocellulaire. C'est-à-dire que toute la paroi de l'intestin est tapissée d'une couche monocellulaire de 1/40 de millimètre d'épaisseur. 1/40 de millimètre d'épaisseur, sur des centaines de mètres carrés si on déploie les villosités. Quand nos aliments transitent là-dedans, s'ils ne sont pas compatibles, bien évidemment qu'ils vont agresser la muqueuse, notamment les phénomènes de constipation avec la stagnation des matières fécales dans le côlon, va entraîner la diffusion de déchets toxiques, de gaz nauséabonds parfois, qu'on appelle chimiquement les putrécines, les cadavérines. Vous voyez un peu, les noms sont très évocateurs. Et ça va créer ce qu'on appelle des corps aromatiques. Ces corps aromatiques sont comme des gaz très agressifs. Souvent, il y a des surcharges d'acide oxalique. Je ne vais pas développer le thème de la fermentation, mais il y a beaucoup d'acide oxalique qui est libéré. Et l'acide oxalique, il érode littéralement la muqueuse digestive. Donc, entre cette agression quasiment chimique de la muqueuse et un phénomène de perméabilité de la membrane, puisque si vous voulez, ce qu'il faut comprendre, c'est que à force d'être agressé et avec le vieillissement tissulaire, même si on se renouvelle en permanence, bien sûr, heureusement qu'on se renouvelle, que nos cellules se renouvellent, mais malgré tout ça, il y a une usure et il y a petit à petit ce qu'on appelle une hyperperméabilité de l'intestin grêle. Et cette hyperperméabilité va créer un phénomène passoire, comme on pourrait appeler. Et donc là, je reviens à mes deux options. Soit l'aliment est parfaitement compatible et reconnu par nos systèmes cellulaires et notre système immunitaire, soit il n'est pas reconnu. Et s'il n'est pas reconnu et que par malheur, il traverse cette passoire qui est notre intestin, où est-ce qu'il se retrouve? Bien sûr, via les capillaires, il se retrouve dans le sang. Et en étant dans le sang, si vous voulez, là, il y a deux solutions, comme je vous l'ai dit. Soit il est reconnu par nos systèmes de défense, par les lymphocytes, par tout ce qu'on peut imaginer qui sont là aux aguets, les natural killers et toutes ces cellules qui sont là pour nous éviter, par exemple, des phénomènes inflammatoires ou des phénomènes de cancérisation, soit il n'est pas reconnu. Et donc là, c'est très simple, il faut imaginer une armée qui est là pour défendre notre corps, défendre nos tissus. Et qu'est-ce qu'elle fait, cette armée, si elle considère que cet aliment n'est pas, entre guillemets, compatible? Eh bien, elle va déployer toute l'artillerie
et elle va essayer de détruire au plus vite l'intrus. L'intrus, donc, je vous le rappelle, qui est cette molécule, ce peptide, ou on l'appelle comme on veut, qui a migré de la partie du tractus digestif vers le sang. Et vous allez voir, le lien avec les ondes, ça va très loin. Et donc, là, on a, on va dire, j'image toujours, des intrus dans le système sanguin. Donc, l'artillerie du système immunitaire va détruire et tout faire pour détruire ces intrus. Mais je vais prendre une image grossière. Si, par exemple, j'ai un frelon asiatique qui rentre là dans mon bureau, je le vois, il veut venir sur moi, il veut me piquer, je prends un bazooka pour le détruire. Vous voyez, je prends un bazooka qui est l'arme suprême pour être sûr que je vais le toucher. Et puis, je bousille le mur, je casse le mur qu'il y a derrière. C'est exactement ce qui se passe, si vous voulez, dans le phénomène auto-immun, dans la réaction immunitaire. C'est que pour avoir voulu détruire quelque chose qui était devenu partie prenante dans le corps, on détruit les tissus environnants. Et c'est comme ça que beaucoup d'inflammations naissent dans le corps avec des processus qui s'auto-alimentent et qui, quelque part, qui ne s'arrêtent pas. Puisque, si vous voulez, pourquoi ils s'arrêteraient si la personne continue à alimenter la source par des aliments similaires? Et le professeur Seignalé parlait d'alimentation ancestrale, puisque, si vous voulez, ce qu'il faut comprendre, c'est que nos ancêtres, alors qui seraient soi-disant, d'après les études, venus d'Afrique, etc., il y a eu d'abord les groupes O, puis les groupes B, puis A, B, B, tout ça. Bon, tout ça, vous connaissez, mais il y a beaucoup de travaux, notamment les travaux du docteur D'Adamo aux États-Unis, qui ont creusé sur cette histoire de groupe sanguin, qui est aussi un autre paradigme, mais très intéressant, avec l'histoire des leptines, dont vous aviez parlé lors d'une autre conférence. Donc, ces leptines jouent également un rôle dans l'inflammation. Donc, pour revenir à ça, c'est que quand on fait le tour comme ça de tous les mécanismes qui mettent en place cette réaction immunitaire, il est facile de comprendre qu'au bout d'un moment, le corps est débordé et que les tissus qui sont autour, les tissus articulaires, périarticulaires, les os, les membranes, les tendons peuvent s'inflammer. Vous avez des gens qui sont réactifs simplement à une tranche de pain. Ils mangent une tranche de pain classique avec du blé hybridé comme on fait maintenant, etc. Je ne parle pas du blé originel, je parle des blés modernes. Parfois, une seule tranche de pain suffit à déclencher soit une forte colite, soit une douleur tendinomusculaire, etc. Donc, vous imaginez un peu le tableau, il est apocalyptique si on met tout bout à bout. Donc, quel peut être le lien qui fait que les ondes vont, si vous voulez, aggraver le processus, juste pour finir sur cette image? Il y a deux causalités essentielles. C'est que ces toxiques que l'on retrouve dans le sang et qui n'ont rien à y faire, ils circulent un peu partout. Et là, comme vous, comme moi, comme n'importe qui, on est arrosé, on est bombardé par des Wi-Fi, des WiMAX, tout un tas de box qu'on a chez nous, les antennes relais, la 5G bientôt, etc. Donc, on est complètement bombardé. Et ça va ouvrir la barrière hémato-méningée. Cette barrière hémato-méningée qui protège notre précieux système nerveux, qui protège les méninges, qui protège l'axe central de tout notre système nerveux central, est cruciale et elle ne doit pas être traversée, en tout cas par des toxiques. Et il a été prouvé médicalement et scientifiquement par d'éminents chercheurs en France que quand il y a une exposition pérenne à des ondes électromagnétiques de ce type, un peu plutôt ondes Wi-Fi, c'est-à-dire des très hautes fréquences qui sont de véritables micro-ondes, en employant le mot, ce sont des ondes qui sont des micro-ondes. Quand on est exposé durablement aux micro-ondes, il y a une ouverture de cette barrière hémato-méningée, ou hémato-encéphalique, on dit également, et il y a jusqu'à 41 toxiques qui migrent du sang vers les méninges, d'où le phénomène très agressif qu'il peut y avoir sur le système nerveux central, qui va entraîner d'une part, par exemple, une hyperactivité chez l'enfant, parce qu'il est littéralement agressé. Qu'est-ce qu'il fait l'enfant? Il est là,
sous micro-ondes en permanence, des toxiques qui passent dans le cerveau, etc., il est littéralement agressé, donc il est nerveux, il est hyper agité, et qui peut entraîner, on en parlera éventuellement une autre conférence, qui peut entraîner des phénomènes autistiques. Et ça, je ne vais pas le développer ce soir parce que c'est trop complexe, mais disons, on peut aborder l'autisme par ce biais-là également et par l'alimentation. Alors, il y a aussi un autre phénomène pour terminer sur les ondes, c'est que les ondes, la saturation dans l'atmosphère jusqu'à la ionosphère d'ondes, si vous voulez, positives, ne vous trompez pas, c'est ce qu'on appelle en français un faux ami. C'est-à-dire, on croit que ça veut dire quelque chose, mais ça veut dire l'inverse. C'est-à-dire, des ondes positives, n'oubliez jamais qu'elles sont négatives pour notre santé. Ce n'est pas des ondes, c'est des ions, excusez-moi, j'ai employé un mot, ce sont des ions positifs, donc les ions positifs sont négatifs à notre santé. C'est les travaux notamment du professeur Métardier de Paris qui avait démontré tout ça largement. Les ions positifs, c'est quoi? Pour vous le faire simple, c'est cette atmosphère chargée qu'on va sentir juste avant un orage. D'accord? C'est cette atmosphère chargée qu'on va sentir dans un bureau où il y a un open space avec 20 ordinateurs. Ce sont toutes ces choses. Les ions positifs, c'est ça. Et les ions négatifs, donc je répète cette fois positifs pour notre santé, c'est ce qu'on va sentir juste après un gros orage ou quand on se promène en forêt, dans des forêts de conifères, ou quand on respire de l'air frais au pied d'une cascade, etc., ou quand on marche sur un front de mer. Ça, ce sont des ions négatifs. Alors, le problème, si vous voulez, de la saturation de l'atmosphère en ondes, c'est qu'il va y avoir une sursaturation de l'atmosphère en ions positifs, et donc le corps va se charger d'ions positifs, alors que le corps n'a besoin que d'une chose pour se bien porter, ce sont des électrons, donc des charges négatives. Ces charges négatives, il en manque, il en est toujours carencé parce qu'en fin de compte, on lui donne toujours des charges positives par les ordinateurs, les antennes, le téléphone portable et tout ce que vous voulez. On ne marche plus pieds nus dans l'herbe, on a tous des chaussures avec plus ou moins des semelles qui nous isolent du sol, qui créent un phénomène électrostatique, tout ça vous le connaissez. Et donc tout ça va concourir au fait qu'on ne capte pas la précieuse énergie venant du sol. Nous travaillons en Qigong, bien sûr, en médecine chinoise. On se met pieds nus dans l'herbe pour capter cette énergie électronique, donc négative, donc d'électrons, qui va, si vous voulez, régénérer les systèmes cellulaires et les systèmes ADN, puisque nos ADN, nos spirales d'ADN sont de véritables stockers, de véritables stockers, si vous voulez, stockage, comme vous voulez, d'électrons et également de photons. Voilà. Donc ça, c'est la santé. C'est-à-dire que si on sature le corps en charge positive parce qu'on vit dans une société numérisée, informatisée, tout ce que vous voulez, le corps va en souffrir. Donc moi, j'ai observé notamment, je pourrais vous montrer un autre livre qui est passionnant. Si vous me permettez, je vous le cite, c'est La médecine énergétique du docteur Hochmann. Donc, c'est vraiment un livre à lire également. Et toute la fin de ce livre est, il y a une trentaine de pages, je pense, sur la mise à la terre, l'intérêt de la mise à la terre, c'est-à-dire apporter des charges négatives, des électrons venant de la terre, du sol, dans le corps. Et j'ai résolu énormément de problèmes inflammatoires graves, jusqu'à des menaces d'amputation, jusqu'à des programmations de prothèses. Et on a évité toutes ces opérations et les amputations et les prothèses, tout simplement en mettant les gens à la terre, c'est-à-dire en les sortant un peu du brouillard électromagnétique dit électrosmog, et on les isole en les mettant à la terre. Donc ça, c'est des traitements que je mets en place et que malheureusement, on ne m'avait pas appris dans les hôpitaux où je travaillais, dans des centres antidouleurs, où j'avais des gens inflammés de partout. Mais dans les hôpitaux, on ne vous parle pas de ça. Pourquoi? Parce que ça ne rapporte rien. Rien. Allez dire à quelqu'un marcher les pieds nus dans l'herbe, ça fait rigoler. Voilà. Et sur mon site, que je pense que vous citerez à la fin, qui est altisanté.com, sur l'onglet
se protéger des ondes. Il y a une vidéo faite justement par des chercheurs américains sur le earthing, de gens, de l'intérêt de marcher pieds nus dans l'herbe chaque fois qu'on le peut. Enfin, dans l'herbe ou dans le sable, peu importe. Voilà. Donc, voilà le lien, selon moi, entre l'alimentation, qui est notre quotidien, l'inflammation, laquelle est potentialisée par la problématique des ondes. Voilà. Wow, c'est très impressionnant, M. Borde. Et juste pour finir sur ce lien de la nutrition et les ondes électromagnétiques, est-ce qu'il y a des aliments qui facilitent en fait cette captivité d'ondes électromagnétiques? Oui, des types d'aliments qui vont éviter, disons. Alors, on va commencer par citer les aliments qui sont pro-inflammatoires. D'accord? Ça sera plus simple. Comme ça, parce que si je donne une liste d'aliments dits bénéfiques à la santé, elle serait tellement longue que je vais en oublier. Bon. Par contre, je reprends la couverture de ce livre fait par un éminent rhumatologue. Et je vous relis en gros ce qui a marqué. Qu'est-ce qu'il cite en priorité comme aliment pouvant être responsable des inflammations? Le lait et ses dérivés, parce que le lait moderne, upérisé, haute température, etc., c'est un lait mort qui est complètement cassé, qui est souvent rempli d'hormones, d'antibiotiques, parce qu'on a injecté dans les animaux tout un tas de choses pour pas que le cheptel tombe malade, qu'il produise bien. Vous voyez, toujours la notion de rentabilité. Donc voilà. Donc lait et dérivés, ça veut dire lait, yaourt, fromage, crème glacée, crème dessert, etc. C'est tout ça. Bon. Il y a ensuite la problématique du blé, parce que le blé a énormément muté. Il a tellement muté, si vous voulez, que maintenant on a affaire à des géants, à des blés qui sont génétiquement complètement disproportionnés. Au départ, le petit épeautre, mettons, avait autour de 4 paires de chromosomes. Maintenant, on a dépassé, je crois, 36 paires de chromosomes dans les blés actuels. Donc, on n'est plus du tout dans la même dimension. Et il y a un autre problème, si vous voulez, qui vient d'une expression bien connue, c'est « time is money ». C'est qu'on veut toujours gagner du temps et que les boulangers, et je sais pour avoir vu travailler mon oncle en boulangerie, les boulangers veulent économiser énormément de temps, donc ils mettent les pains à lever dans des chambres de pousse. Des chambres de pousse et des espèces de placards, un peu comme là où on met le vin, vous savez, pour le garder à bonne température, mais avec la différence que là, il y a au degré près, on ajuste la température pour que la pâte lève rapidement. Et le problème est le suivant, c'est que dans l'enveloppe du grain de blé, il y a, si vous voulez, ce qu'on appelle des phytates. Ces phytates, normalement, par un processus, lorsqu'on le respecte, de lever de la pâte à son rythme dans une atmosphère normale, ces phytates, si vous voulez, par une fermentation lactique, deviennent en somme des prébiotiques, deviennent des aliments intéressants pour la santé. Mais par le fait que cette levée du pain est beaucoup trop rapide, et vous savez qu'aujourd'hui, avec le processus industriel, que ce soit aux États-Unis, au Canada, en France et partout, les pains que l'on nous fait dans les boulangeries, c'est vite. Ce n'est pas des pains à l'ancienne. Et donc, ces phytates, au lieu de passer par ce processus de fermentation lactique, si vous voulez, vont passer directement à un stade d'acide phytique. Et cet acide phytique, comme le mot phytothérapie, cet acide phytique est hautement toxique, est hautement pro-inflammatoire et très agressif pour les muqueuses. Et il va participer à l'inflammation. Mais comme en plus, et j'en termine avec ça, cette notion de pain, comme en plus les gens soit associent mal le pain avec d'autres aliments, soit ne mastiquent pas assez avec la fameuse pyaline salivaire qui va prédigérer l'amidon, ce pain, si vous voulez, va rentrer très vite dans un estomac qui est en hyperchloridrie parce que les gens stressés aujourd'hui ont plus d'acidité, enfin, ont majoritairement de l'acidité en surplus que plutôt hypo. Donc, cette hyperchloridrie de l'estomac va faire que le pain va tomber là-dedans et être mélangé à cette hyperchloridrie qui va entraîner une fermentation dite alcoolique
Et quand il y a une fermentation alcoolique, c'est-à-dire qu'on va produire un radical alcool à partir de cette fermentation, d'abord, petit 1, ça va souvent générer la production d'acide oxalique, donc qui va agresser la muqueuse, on en revient à ça. Et ensuite, on va, par cet alcool qui est produit quotidiennement dès le petit déjeuner avec, par exemple, classique mélange pain, beurre, confiture, ça suffit. Eh bien, déjà, là, on va produire de l'acide oxalique. Et cet acide oxalique va vraiment irriter la muqueuse. On va avoir souvent une colite dans la zone du côlon droit, donc le côlon ascendant. Et on va produire un alcool que notre foie, que notre système hépatique va filtrer toute la journée. Et vous avez aujourd'hui plein de femmes, et pas que, des messieurs aussi, mais plein de femmes qui ne sont pas du tout à boire de l'alcool chez elles, ou très, très, très rarement. Elles ont des cirrhoses hépatiques impressionnantes. Et comment elles auraient des cirrhoses s'il n'y avait pas d'alcool chez elles? C'est que l'alcool, elles le produisent. D'accord? Donc, vous voyez le processus. L'inflammation, elle arrive par plusieurs biais. Donc, le blé, on en a parlé, je vais faire court. Le maïs, il a tellement muté que maintenant, on a des maïs géants, toujours pareil, pour histoire de rentabilité. Moi qui ai fait beaucoup de trekking en Afrique du Nord, quand je vais dans des villages berbères au fin fond du Maroc ou de la Tunisie, etc., on arrive encore à trouver des petits blés, tout petits, qui poussent dans les jardins, etc., qu'on ne trouve plus dans nos pays industrialisés. D'accord? Après, il y a un autre problème majeur, ce sont les cuissons haute température ou très haute température avec les fameuses molécules de Maillard, du docteur Maillard qui avait mis ça en évidence. Donc ça, c'est hyper agressif parce qu'il y a ce qu'on appelle des acroléines cancérigènes qui sont produites lors de la cuisson et ces acroléines sont de véritables poisons pour nos muqueuses. Donc, si vous voulez, voyez, tout ça mis bout à bout, comment ne voulez-vous pas qu'il y ait une inflammation qui se produise? Je dirais l'inverse serait très étonnant. Là, on met tout bout à bout dans notre alimentation et dans nos modes de vie, en mangeant vite, en parlant parfois quand on est au restaurant, quand on n'est pas à parler au téléphone, comme je l'ai vu à midi dans un restaurant, j'ai vu un monsieur qui tout le temps du repas était sur WhatsApp et parlait à un ami qui était… voilà. Donc, ce n'est pas une manière de manger. L'acte de manger, l'acte de se mettre à table et de manger est un acte, selon moi, sacré que l'on doit respecter. On ne mange pas de ça à l'heure, des Big Mac, des hamburgers, des trucs comme ça, sans mastiquer, en parlant aux voisins, etc. Voilà. Et donc, tout ça, ce sont des choses tellement évidentes que je dis, je vais passer pour un vieux schnock, c'est-à-dire quelqu'un qui est rétro. Mais le problème, c'est qu'on a oublié ces notions de base. Et l'alimentation, c'est sacré parce qu'il y a des pays du monde où les gens n'ont rien à manger. Et nous, on jette des choses, enfin pas moi, mais les gens jettent des choses à la poubelle parce qu'ils en ont plein les caddies au supermarché, ils sont là, ils consomment, ils ne savent même plus ce qu'ils mangent. Voilà. Donc, d'où le fait que j'avais créé cet institut de recherche en nutrition qualitative parce que c'était ma manière de dire aux gens, regardez au moins ce que vous avez dans l'assiette. Voilà. Et pour finir, bien sûr, vous connaissez tous la problématique des molécules chimiques, des perturbateurs endocriniens, des OGM, mais j'en passe. Et tout ça, ça vient se rajouter au bout de la chaîne alimentaire ou dans la chaîne alimentaire, parce que les OGM sont partout maintenant. Et donc, tout ça concourt à cette inflammation. Et c'est pour ça que petit à petit, quand j'ai des patients qui veulent bien m'écouter, je les ramène vers une alimentation plus saine. Oui. Alors, ce que je donne toujours comme exemple, et je le dis encore plus haut et plus fort aux groupes sanguins de type O ou 0 et aux groupes sanguins de type A qui sont les plus réceptifs à ça. Les B et les AB sont un tantinet plus adaptés à l'alimentation moderne, mais je dis bien un tantinet, ça dépend des gens, mais les O et les A sont plus sensibles. C'est que je leur dis, imaginez-vous au paléolithique, hein, projetez-vous en arrière au paléolithique et imaginez vos ancêtres, puisque tout le monde a des ancêtres, on vient de quelque part. Donc, vos ancêtres vivent dans la grotte, là, parce que moi, près de chez moi, j'ai des grottes. Là. Alors, je leur dis, voyez, vous allez aux grottes de l'Orthé, vous imaginez vos ancêtres, ils sont là, ils sont autour du feu, les femmes s'occupent des enfants, et les messieurs doivent faire les courses. Ils n'ont pas Lidl, ils n'ont pas Carrefour, ils n'ont pas, d'accord, ils n'ont pas tous ces supermarchés. Donc, ils partent dans la nature et ils vont faire les courses. Et d'après vous, qu'est-ce qu'ils trouvent dans la nature? Qu'est-ce qu'ils peuvent trouver? Alors, je leur fais l'inventaire, je leur dis, voilà, il y a des fruits
à la saison, des légumes, des baies, tout ce qui est groseille, myrtille, etc., des oléagineux, noix, noisettes, amandes selon les régions. Quand ils montent bien aux arbres, ils peuvent voler quelques œufs dans les nids des gros oiseaux. Quand ils sont très très forts, parce qu'au paléolithique, ils n'ont même pas d'arc à flèche, ils ont un bâton aiguisé, ils vont essayer de piquer un animal, donc manger un peu de viande, quand ils y arrivent. Quand ils sont adroits, ils peuvent aller dans un trou d'eau, dans un torrent et attraper une truite ou un poisson, s'ils sont à la mer, bien sûr, avec ceux qui peuvent. Ils ont l'eau du torrent, ils ont quelques racines à manger l'hiver, ou des choses séchées, si vous voulez, qu'ils ont fait sécher à la bonne saison. Et je dis à mes patients, je vous défie de me trouver un autre aliment qui sort de cette liste disponible à l'époque. Et sur des centaines de patients, personne ne m'a sorti un autre aliment puisqu'il n'y en a pas. Eh bien, ça, c'est ce qu'on appelle l'alimentation ancestrale. C'est ça. Et c'est celle pour laquelle on est fait. Parce qu'on croit aujourd'hui qu'après des centaines et des centaines d'années, on s'est adapté à cette nourriture moderne, mais c'est faux, c'est faux, puisque des recherches ont été faites, des recherches très sérieuses, et qui montrent qu'aujourd'hui, entre un homme ou une femme du paléolithique et nous, vous, moi, là, qui parlez, il y a à peu près 0,5 à maximum 1% de mutations génétiques au niveau du tractus digestif. Je ne parle pas de la morphologie générale, les gens sont en général plus grands, le crâne a un peu changé, ils sont moins poilus du torse, etc. La position est différente. Je ne parle pas de l'aspect. Je parle de cette entrée jusqu'à la sortie. 0,5 à 1% de mutation génétique. Ça veut dire que nous devrions ne pas sortir de cette liste que je viens d'énumérer, ce qui est quasiment aujourd'hui impossible. Voilà. Donc, je pense avoir fait un peu le tour des facteurs de risque. Bien sûr. Alors, M. Borde, très rapidement, pour en revenir aux ondes électromagnétiques, vous mentionnez dans votre livre intitulé, je cite, « Ondes électromagnétiques », que certaines douleurs inflammatoires sont liées aux ondes électromagnétiques. Alors, comment est-ce qu'on fait, nous autres, à la maison, pour se protéger? Alors, j'aurais tendance à vous dire, mais ça, c'est un coup de pub, j'aurais tendance à vous dire que tout est dans mon livre, bien sûr. Nous avons mis 2 ans à l'écrire avec mon co-auteur Nelly Rousselin, qui est une spécialiste aussi de l'environnement électromagnétique. Et pendant ces 2 ans de travail, de recherche, etc., de vérification, parce qu'on a même été vérifier les informations aux États-Unis, en Australie et partout auprès des grands noms que nous citions dans nos études, on a, si vous voulez, on a essayé de ne dire que des choses vérifiables et qui tenaient la route. Alors, je tire un hommage à mon co-auteur Nelly qui a fait tout un temps de schéma, comme vous le voyez là, de l'intérieur de la maison pour expliquer aux gens qui ne connaissent rien à ça, quels étaient les risques de travailler près de tel ou tel appareil, de dormir près de tel… Bon, on ne peut pas tout énumérer, mais pour faire très simple, je vais essayer d'être très résumé et très concis. Petit 1, débrancher le Wi-Fi la nuit. Parce que nous avons tous, enfin pas moi, parce que moi, tout est câblé chez moi, mais on a tous des box, et avec ces box, souvent, il y a du Wi-Fi par défaut, qu'on appelle par défaut, parce qu'il s'active d'office. Il faut couper le Wi-Fi la nuit. D'accord ? Il ne faut pas se mettre le portable sous l'oreiller, là, activé avec la sonnerie, etc. Il faut l'éloigner le plus possible. L'idéal, ça serait de le mettre en mode avion, d'accord, et loin du lit. Il ne faut pas, pendant qu'on dort, si vous voulez, avoir une lampe de chevet ou des choses comme ça trop près de la tête, trop près du crâne, parce qu'il y a un rayonnement résiduel qui perdure. Comme nous travaillons tous sur ordinateur et souvent ordinateur portable, les ordinateurs portables modernes n'ont pas de prise à la terre. Il n'y a que les 2 connecteurs de mise en tension, mais il n'y a pas la mise à la terre. Eh bien, regardez, moi ici, dans mon ordinateur, je vous le montre, j'ai une prise USB, vous voyez, un câble USB tout simple, mais qui, lui, n'est relié qu'à la terre de mon domicile, de mon bureau. C'est-à-dire que ce câble USB, je le connecte dans mon ordinateur et du coup, je mets mon ordinateur à la terre. Et comme moi, je suis un peu maniaque sur le sujet, j'ai en plus
pas quand je suis en déplacement, mais j'ai en plus, si vous voulez, un clavier déporté de l'ordinateur que je mets en plus filaire. Ce n'est pas un clavier Wi-Fi, c'est un clavier filaire. Ça veut dire que là où je tape, j'ai 0 onde. D'accord? Pourquoi je fais ça? Parce que je n'ai pas envie de finir comme mes patients électrosensibles que je vois dans des souffrances atroces. Parce que vous n'imaginez pas ce que c'est un patient électrosensible, on en parlera une autre fois. C'est l'horreur. Donc, comme je n'ai pas envie de finir comme eux, je me prémunis et j'applique ce que j'explique dans tout mon livre, c'est le principe de précaution. Parce que c'est fondamental. Et ce livre, Nelly Rousselin, qui a un enfant plus jeune que les miens, et moi-même, si vous voulez, on a décidé d'écrire ce livre. Pourquoi? Surtout pour les générations futures. Non pas que nous, les adultes, on ne soit pas intéressés au sujet. Bien sûr que nous y sommes, puisqu'il y a des gens qui souffrent de multiples maux, même jusqu'à 60, 70, 80 ans, ils souffrent de trop d'ondes. Mais les enfants qui naissent avec, qui par exemple sont dans le placenta de leur maman, qui les porte en leur ventre, et la maman, elle a un sac à main en bandoulière qui plaque sur le ventre, et dans le fond du sac, il y a un téléphone portable qui cherche l'antenne relais la plus proche, donc qui envoie la force maximale et qui traverse le placenta, donc qui vient impacter le fœtus. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, nos enfants naissent baignés d'ondes. Alors si quand ils sortent, les parents ne sont pas là pour leur dire « attention, danger, sache t'en servir », mais n'en abuse pas et ne crois pas que c'est inoffensif, c'est notre rôle de parents. Vous voyez, aujourd'hui, on donne la preuve entre le continent européen et le continent américain que ni vous ni moi, on est contre le progrès. On se sert de la technologie, on fait une conférence à des milliers de kilomètres, donc vive le progrès. Et ce que nous expliquons, c'est que dans ce progrès, il y a un revers, d'accord? C'est comme le yin et le yang en médecine chinoise. Il y a un côté obscur et un côté lumineux. Il faut faire attention de ne pas mettre trop les pieds dans le côté obscur de cette technologie. Voilà. Exactement. Waouh, vraiment impressionnant. Je passerai toute ma journée à vous écouter parce qu'en fait, quand on entend le lien inflammation-alimentation avec les ondes électromagnétiques, c'est tellement complexe que vous arrivez à les résumer quand même assez clairement, assez de façon très précise qu'on puisse au moins bien comprendre. Moi, j'avoue que j'ai beaucoup appris aujourd'hui. On finit jamais d'apprendre. Je suis une fan de vous. Je vous encourage aussi tous à aller voir ce livre « Ondes électromagnétiques » que vous avez écrit. Je ne suis pas rendue loin. Je l'ai commandé. Je vais le recevoir ce soir et je vais me jeter là-dessus justement pour commencer à le lire. Et je vous donnerai des nouvelles aussi. Donc, je vous encourage vraiment à aller le prendre. C'est vraiment intéressant. Moi, je l'ai commandé personnellement depuis le Canada de Amazon. Donc, vous l'avez accès un peu partout et ça, c'est vraiment intéressant. Mais Monsieur Bourde, nous vous remercions énormément pour vos travaux. Merci d'avoir accepté cette invitation. Un grand merci au public aussi. Et bien sûr, nous aurons l'occasion de pouvoir partager vos liens. Si vous avez des questions à envoyer au professeur, à Monsieur Bourde, vous allez pouvoir justement, à travers le lien qui va s'afficher sur cette vidéo, lui écrire. Et puis aussi, comme je disais, c'est un très respectueux conférencier. Il fait beaucoup de conférences, notamment en anglais, en français, mais aussi en espagnol, avec son équipe. Donc, si vous aviez notamment des questions, des demandes de conférences, n'hésitez pas à lui écrire. Et puis, pour l'avoir expérimenté, il répond quand même assez très rapidement. Donc, merci à tous. Merci Gisèle. Merci Monsieur Bourde d'avoir accepté notre invitation. Et encore une fois, comme on dit en anglais, stay safe, restez en bonne santé. Merci et puis à bientôt. Merci, Monsieur. Thanks a lot and see you soon. Thanks a lot. Yeah, see you soon. Thank you. Bye. Bonne soirée à tous. Au revoir. Merci.